Il faut bien comprendre qu'il y a des contraintes. Je veux dire, si l'économie pouvait se gérer à coup de décision, si elle ne dépendait que du politique, elle ne dépend que marginalement des politiques. Ça ne dépend que marginalement. Gérard Filoche, qui est inspecteur du travail. Gérard Filoche, vous vouliez intervenir sur les propos de Jean-Paul Fitoussi. Alors, terminez votre raisonnement et votre analyse. Quel est le problème majeur que aujourd'hui dans notre société? C'est que nous sommes dans une société où les rapports de force sont complètement déséquilibrés. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette session politique, économique et inégalité. Donc, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette session, en visioconférence, Mauro Gallegati, professeur à l'Université Polytechnique au Marche à Ancône, en Italie. J'ai également le plaisir d'accueillir en présentiel Françoise Mileski, qui va bientôt nous rejoindre, chercheuse affiliée à l'OFCE, présidente du Conseil scientifique de Présage. Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Et enfin, Xavier Timbaud, directeur principal à l'OFCE. Alors, la question des inégalités, c'est une question importante dans le parcours intellectuel de Jean-Paul Fitoussi. Les angles d'analyse qu'il a retenus sont multiples. Tout d'abord, en tant que macroéconomiste, il s'est intéressé à la question des inégalités à l'intérieur des pays, au partage de la valeur ajoutée entre profit et salaire, mais aussi entre travailleurs qualifiés et moins qualifiés. Il s'est intéressé aux inégalités internationales, donc aux inégalités entre pays riches et moins riches. À chaque fois, ces travaux sur les inégalités ont été en lien avec la volonté de mieux asseoir la croissance économique et la redistribution de ses gains. Et il ne me semble pas trahir la pensée de Jean-Paul Fitoussi en avançant que, selon lui, trop d'inégalités tue la croissance. Mais la focale de Jean-Paul n'a pas été seulement celle d'un macroéconomiste. Il s'est également penché sur tout un tas d'autres sortes d'inégalités, pour n'en citer que quelques-unes, les inégalités intracatégorielles, intergénérationnelles, géographiques, dans lesquelles viennent s'auto-alimenter les inégalités sociales. On peut aussi évoquer la question importante de celle de la mobilité ascendante et reliée évidemment à celle de l'égalité des chances. Enfin, on peut souligner qu'il a encouragé la recherche sur les inégalités de genre en accueillant au sein de l'OFCE le programme Présage, dont Françoise va nous reparler dans quelques instants. Alors, la question des inégalités, question prégnante dans la carrière de Jean-Paul Fitoussi, mais évidemment, il ne s'est pas contenté de les observer, de les décrire. Il a proposé des politiques économiques permettant de les réduire. Dans quelques instants, nos intervenants vont entre autres revenir sur les solutions proposées par Jean-Paul pour résoudre ces inégalités et aussi peut-être les remettre en perspective par rapport aux évolutions actuelles, notamment dans cette période marquée par le Covid, la guerre en Ukraine et la nécessité d'opérer la transition socio-écologique. Je vais être très brève, le temps est compté. Je vais donc demander tout d'abord à Bruno Palier de prendre la parole donc pour nous parler du lien notamment entre croissance et État-providence. Bruno, la parole est à vous. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je me dois de commencer en disant que je ne suis pas économiste, donc je vais dire beaucoup de bêtises. Et pourtant, j'ai été influencé dès mon arrivée à Sciences Po par la pensée et je dirais l'action de Jean-Paul Fitoussi. En effet, j'ai eu mon poste à Sciences Po en 1999 et à peine suis-je arrivé, Richard Descoings, qui était directeur à l'époque, me dit « J'ai un cadeau pour vous, vous allez organiser une conférence avec la Banque mondiale ». Vous connaissez Descoings, on ne sait jamais si c'est un cadeau empoisonné ou quoi. Mais il rajoute, mais vous allez travailler avec Jean-Paul Fitoussi. Alors là, je vois plutôt le côté positif du cadeau. Et donc, j'ai organisé une conférence sur les visions de la protection sociale par la Banque mondiale, soutenue par Jean-Paul Fitoussi. Et un petit souvenir, donc je me rappelle être allé le voir. J'étais tout petit à l'époque, donc son bureau dans les locaux traditionnels OFCE sont parus extrêmement grands. Et j'étais enfoncé et tout timide dans, vous vous rappelez, les fauteuils en cuir. Et il m'expliquait sa philosophie qu'il a reproduit dans cet ouvrage qui est issu de ce colloque, à savoir qu'on peut ne pas être d'accord avec la pensée dominante, mais il faut absolument la prendre au sérieux
la comprendre pour pouvoir lutter contre elle. Et c'est les 4 pages qu'il a commis pour cet ouvrage que j'ai relu en préparant mon intervention, que je voudrais, puisqu'on cite beaucoup Jean-Paul Fitoussi, je voudrais le faire à mon tour. Dans ces 4 pages, il rappelle que les années 90 ont été marquées par une doxa en matière de réforme du marché du travail, qu'il résume en disant il n'y a aucune ambiguïté quant aux réformes structurelles qui sont mises en avant, des réglementations et affaiblissement des protections, pour caricaturer. Même si à certaines époques des consensus se dégagent, ils ne sont en rien garants de la justesse des thèses soutenues. L'histoire contient de nombreux exemples de déconnexion totale entre la pensée dominante, la réalité et ce qu'il convenait de faire. Mais une pensée dominante doit être prise au sérieux. Et il la prend au sérieux, explique-t-il dans son texte, je ne vais pas lire son intégralité, en la démontant, en montrant combien la pensée dominante n'a absolument rien à voir avec la réalité empirique du fonctionnement du marché du travail tel qu'il a étudié dans les années 90. Il fait allusion à plusieurs travaux qu'il a publiés. Le point qu'il tire de ces études, c'est qu'il faut toujours se méfier de l'idée à la fois qu'il y a une pensée dominante, une seule solution, mais qu'il y a aussi des modèles qu'il faudrait copier. Puisqu'il nous explique dans ce petit texte, il est expliqué souvent, les modèles, ça change. Les années 90, c'était les États-Unis le modèle, mais ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Et en même temps, rappelez-vous, dans les années 90, l'Allemagne, c'était l'homme malade de l'Europe, et ça va devenir le modèle, notamment pour les politiques françaises, au cours des années 2000. Et une des raisons académiques pour lesquelles il faut se méfier des modèles, c'est la diversité des capitalismes. Et moi, je suis marqué par le fait qu'un bouquin publié en 2000, dans ce bouquin, Jean-Paul Fitoussi fait déjà référence à une littérature qui est en germe, en fait, dans les années 90, celle qui porte sur la diversité des capitalismes. Donc il avait lu, il le cite là, un article de Richard Freeman. Moi, je serais beaucoup influencé par Peter Hall et David Soskis, Varieties of Capitalism, mais Jean-Paul Fitoussi, c'était aussi une de ses caractéristiques, c'était sa curiosité intellectuelle. Il ne lisait pas que de l'économie, mais bien d'autres choses, et de toujours sentir ce qui était à la pointe, ce qui était nouveau, ce qui nous faisait penser. Et il va souligner qu'il faut travailler sur la diversité des systèmes capitalistes, comprendre leur cohérence, comprendre les institutions, la façon dont elles fonctionnent, et c'est seulement à partir de ça que l'on pourra faire des propositions qui ne soient pas simplement l'application bêta ou bébête de la pensée dominante, mais bien des propositions adaptées au contexte institutionnel particulier. Et c'est un peu en filiation de ce type d'esprit que j'ai pu mener un certain nombre de travaux qui, en sciences politiques, on appelle comparative political economy, qui essaie de comprendre les relations entre les régimes de croissance et les régimes de protection sociale, telles qu'elles se sont développées au cours des 20 dernières années, ce qui m'a amené, avec beaucoup de collègues qui font de la comparative political economy, à identifier 5 modèles de régimes, 5 régimes de protection sociale et de croissance qui ont pu se développer au cours des 2 dernières décennies dans les pays de l'OCDE. Ces modèles-là, certains voient leur croissance tirée par la capacité exportatrice. On connaît bien le modèle allemand qui vise à préserver et promouvoir sa capacité exportatrice de biens manufacturés de haute qualité. Mais on a pu aussi identifier un modèle exportateur qui vise plutôt à exporter des services dynamiques, donc va jouer la financiarisation, va jouer les nouvelles technologies, ce qu'on va trouver dans les pays nordiques ou en Californie. Et puis un troisième modèle qui cherche à participer à l'exportation en attirant les capitaux étrangers. C'est notamment ce qu'on va trouver en Europe de l'Est. Mais il y a aussi d'autres économies dont la croissance est tirée par la consommation interne, la consommation domestique. C'est ça qui tire la croissance. Je pense que Jean-Paul Fitoussi a suffisamment insisté sur ce caractère essentiel de la demande, en général, mais en particulier en France. Et effectivement, nous retrouvons dans nos travaux 2 modèles de régime de croissance tirés par la consommation domestique, celle qui alimente cette consommation domestique par la financiarisation et l'accès au crédit, pour les entreprises comme pour les ménages, et celle, ça c'est plutôt les modèles américains ou anglais ou anglo-saxons, et puis celle qui tire la consommation domestique en s'appuyant sur le maintien des salaires et le maintien des prestations sociales. Et là, on a au cœur de ce régime-là le modèle français.
modèle français, ou la situation française, je ne sais pas s'il faut l'appeler modèle, où l'on voit que le salaire minimum continue d'augmenter, un petit peu plus que la productivité, nous a dit Philippe Askenazy il y a quelques temps, où l'on voit des dépenses sociales qui visent principalement à soutenir la consommation des ménages, notamment des ménages retraités, et qui est le moteur principal de la croissance. Donc voilà, moi, une des premières choses que j'ai pu tirer de cette idée qu'il fallait regarder différents régimes de protection sociale et de croissance, différents types de capitalisme, c'est ces différents modèles. Et évidemment, la conclusion que nous incite à tirer Jean-Paul Fitoussi, c'est de ne pas proposer à un régime particulier des recettes qui iraient pour un autre régime particulier. Je voudrais m'arrêter sur le fait que, à mon sens, un des grands échecs des politiques économiques préconisées en France depuis une quinzaine d'années, c'est de demander à la France d'être allemand sans même savoir comment fonctionne le modèle allemand, sans ni avoir les moyens, ni se donner les moyens de devenir allemand. Donc, vous le savez, c'est le grand modèle depuis, disons, trentaine d'années en France, en tout cas dans la pensée dominante, qu'il faut travailler à notre compétitivité coût, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait Gerhard Schröder, les réformes Hartz, etc. Donc on met beaucoup en avant ce type de mesures de flexibilisation du marché du travail, de baisse du coût du travail dit non qualifié, sans pour autant se poser la question d'une des caractéristiques fondamentales du régime capitaliste allemand, qui est soulignée dans ce petit texte de 4 pages par Jean-Paul Fitoussi, à savoir que ce qui fait que ça fonctionne, le modèle économique allemand, c'est la coordination. Alors, Fitoussi l'avait compris, Olesowski en ont fait toute une théorie, mais la coordination entre les firmes, entre les employeurs et les salariés, entre le gouvernement et les systèmes de formation notamment. Voilà, vouloir devenir allemand en oubliant les principes de coordination, le rôle majeur joué par les partenaires sociaux dans les décisions économiques des entreprises comme dans les décisions macroéconomiques, oublier le rôle fondamental joué par la formation et la protection des specific skills, oublier le fait que les exportations des biens allemands, ce n'est pas des exportations de biens les moins chers possibles, mais c'est l'exportation des biens de la plus haute qualité possible, de biens industriels, voitures, chimie, machines-outils, c'est oublier plus que la moitié du modèle que l'on cherche à copier. Alors on demande à la France depuis un certain nombre de temps d'être le moins cher possible pour pouvoir exporter, donc baisser le coût indirect du travail, rogner dans tous les coins. Et nous avons essayé de montrer avec Clément Carbonnier dans un autre ouvrage, les femmes, les jeunes et les enfants d'abord, investissement social et économie de la qualité, combien cette stratégie-là, qui consiste à vouloir devenir un autre, sans se donner même les moyens de comprendre ce qu'est cet autre, ni de devenir, de partager les caractéristiques de cet autre, bien que l'effet majeur de ces politiques-là n'est pas d'avoir permis d'acquérir cette compétitivité. Vous le savez, nous avons toujours des chiffres catastrophiques en matière d'exportation, n'est pas d'avoir amélioré notre niveau de prix à l'exportation, puisque nous sommes toujours dans un milieu de gamme particulièrement cher sur les marchés mondiaux, mais par contre, ça a contribué à accroître les inégalités. Inégalité entre les salaires, inégalité entre les situations sociales, inégalité entre les protections sociales, puisque la stratégie que nous avons mise en œuvre pour essayer de copier le modèle allemand, c'est la stratégie de dualisation sociale, qui dit qu'aux personnes qui travaillent dans les services dits non qualifiés, ils ne méritent pas non plus une protection sociale digne de ce nom. Donc on a non seulement réduit les protections sur le marché du travail pour ce secteur de services aux autres, mais aussi leur protection sociale, avec pour résultat un accroissement des inégalités, non seulement sociales, de revenus, mais aussi de genre. Françoise y reviendra sans doute, et j'en viens d'autres. Nous, dans la minute qui me reste, évidemment, ça mériterait sans doute, j'espère, un jour plus qu'une minute de présentation, nous préférons proposer un modèle de montée en qualité pour toutes et tous, qui part des caractéristiques du système français, c'est-à-dire une croyance dans la protection sociale, une croyance dans les services publics, une croyance plus ou moins partagée que les services aux autres ne sont pas non qualifiés, non productifs, mais sont la condition essentielle de la productivité collective, et qui donc s'appuie sur
la montée en qualité des produits et des services, y compris des services aux autres, qui repose sur la qualification du plus grand nombre, qui repose sur la qualité des emplois et qui repose sur l'objectif de la qualité de vie pour tout le monde. Je terminerai en recitant Jean-Paul Fitoussi, parce que finalement, l'objectif de l'activité économique, ce n'est pas l'emploi, c'est l'augmentation des revenus de chacun. Je vous remercie. Merci Bruno. Promis, nous vous donnerons davantage de temps la prochaine fois pour développer votre pensée. Nous allons maintenant accueillir donc Mauro Gallegati qui doit être en Zoom. J'espère que la technique est au point. Mauro. Bonjour Mauro. C'est à vous. Yeah. Nous vous écoutons. Yes. Can you hear me? Yes, we can. It's okay? Okay. So you can speak about the useful economist. Yeah. You know, I think for the busy, very useful economist, in the sense that according to him, the profession of economist was really a profession useful to the society. So, the last time I met Jean-Paul, we were at the Italian Parliament 1 year ago, more or less. And I told him he was so brilliant and, you know, very humorous against the Italian politics and also against the politicians. And they told me, oh, it's quite easy. They are so ridiculous. That is very easy to make fun of them. I can only admit what a think of the politics of the Italian politicians today. Thank you, Mauro. Merci pour votre intervention, Mauro. Nous allons maintenant écouter Xavier Timbaud, qui va nous parler du lien entre capitalisme et démocratie au prisme des inégalités. C'est un programme, Xavier, nous t'écoutons. Oui, merci Sandrine. Enfin, je vais surtout parler de Jean-Paul Fitoussi et de la relation que j'ai eue avec lui à l'OFCE pendant 20 ans, en fait. J'ai travaillé pendant 20 ans avec Jean-Paul Fitoussi. Bon, évidemment, comme tout le monde, je ne peux que rappeler son intelligence, sa hauteur de vue, sa contribution. Mais en fait, bon, tout ça est presque évident aujourd'hui. Donc, dont je voudrais témoigner, c'est plus quelque chose de personnel sur ces 20 ans, et d'essayer de définir en fait comment ces produits, comment se sont passées ces 20 années. Évidemment trop courte aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'en retire et comment je les qualifierais. Et en réfléchissant à comment je pourrais les qualifier, je dirais une chose, c'est que j'ai été accompagné par Jean-Paul Fitoussi pendant ces 20 ans. Et que dans cet accompagnement, j'en ai tiré énormément de choses, mais tout en restant parfaitement libre, en fait, par rapport à sa présence, à son influence. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très reconnaissant aujourd'hui, d'avoir, dans cette relation, pu conserver toute la liberté, tout en pouvant tirer plein de choses de ce qu'il disait, de ce qu'il avait à dire, et aussi de l'intérêt qu'il portait au travail que je faisais. Alors, il ne portait pas l'intérêt qu'à mon travail, évidemment, mais l'intérêt qu'il portait au travail que je faisais, et le vrai engagement vis-à-vis de ce travail
le stimuler, le rendre meilleur. Voilà. Alors, je vais vous en donner quelques éléments. Je ne sais pas si j'ai eu une influence sur Jean-Paul Fitoussi, mais c'est pas moi de le dire en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il a eu une influence sur moi, et donc je voudrais essayer de vous faire comprendre comment en fait il a eu cette influence. Alors, je suis arrivé à l'OFCE au milieu des années 90, dans un contexte un peu particulier. Donc, il venait de publier avec Pierre-Rosan Vallon Le Nouvel Âge des inégalités. Il avait publié Le Débat interdit. Donc, évidemment, c'était des éléments que j'avais lus, enfin, et dont j'avais discuté avec lui. Bon, qui m'intriguait un peu, parce que moi, j'étais un jeune macroéconomiste et je faisais des modèles. Et donc, faire des modèles, c'est mettre la réalité dans une boîte. Et évidemment, au début, quand je discutais avec Jean-Paul Fitoussi, mettre la réalité dans une boîte, c'était jamais satisfaisant. Et c'est un peu embêtant quand on est un jeune économiste et qu'on essaye de bien faire, de s'entendre dire que c'est pas assez. Alors, on en met plus dans les modèles pour essayer de répondre à ces suggestions ou à ces critiques. Et puis, en même temps, au bout d'un moment, on se sent un peu désemparé parce qu'en fait, on n'y arrive pas. Et parce que le message, il n'est pas, il faut rendre le modèle plus compliqué. Le message, c'est, oui, c'est bien de faire des modèles, mais il ne faut pas faire que des modèles. Il faut aussi comprendre ce qu'on fait. Il faut aussi avoir un autre œil sur la réalité. Le modèle est une façon de voir les choses. Il permet de parler avec des gens, il permet d'avancer des arguments, il permet de renforcer des arguments, mais en même temps, il affaiblit aussi l'analyse qu'on fait. Et il faut être en permanence sur cette ligne de crête entre ce qu'on arrive à formaliser, quelle que soit la méthode qu'on emploie pour le formaliser, quel que soit le cadre de pensée dans lequel on se situe. Et puis de l'autre côté, il faut aussi garder cette finesse qui va faire que l'analyse sera plus juste. Elle ne sera pas forcément totalement juste, mais elle sera plus juste en tout cas. Alors, un des exemples, c'est quand je suis arrivé à l'OFCE, donc on était dans le contexte de la construction européenne, le traité de Maastricht était signé, l'euro n'était pas encore établi, la France était dans une situation un peu traumatique, avec ce qu'on appelait le chômage de masse, qui avait émergé dans les années 80, à la fin des années 70, dans les années 80. La situation de la France était assez particulière, et c'est là qu'il y avait une dimension traumatique aussi, parce que en fait, ce chômage persistant et élevé, il semblait devenir de plus en plus une caractéristique française. Et donc, il y avait une question véritable qui se posait. Et donc, beaucoup de politiques économiques, puisque à l'OFCE, on faisait des politiques économiques et qu'on réfléchissait sur les politiques économiques, était de savoir comment faire baisser le chômage. Et le nouvel âge des inégalités, pour ça, c'était un peu un choc, parce que ce que nous disait le nouvel âge des inégalités, c'est oui, le chômage est un poison, et effectivement, le chômage est quelque chose qu'il faut éviter par tous les moyens, parce que ça détruit une société, ça a des conséquences très profondes sur la façon dont les gens voient la société, se positionnent dans la société. Ça a des conséquences en termes d'inégalités, des inégalités qui sont des inégalités de revenus, mais pas simplement des inégalités de revenus. Donc c'était aussi un message du nouvel âge des inégalités, le côté multidimensionnel, très difficile à quantifier, en fait. Et le chômage pouvait avoir cet aspect pratique d'être un chiffre qui nous permet de résumer tout ça, mais en fait, non, ça résumait pas tout ça. Et c'était ça le problème, c'est que si on avait des politiques publiques qui visaient à faire baisser le chômage, ces politiques publiques n'allaient pas nécessairement réparer tous les dommages que le chômage avait pu provoquer. Et cette difficulté était dans l'essence de ce dialogue. Alors, on voit bien, on doit regarder d'un côté, dans un modèle, on ne peut pas tout mettre. Donc, dans un modèle, on va parler de chômage. On peut exhiber des solutions, des politiques qui vont faire baisser le chômage. Donc, on pourrait dire, j'ai répondu à la question. On m'a demandé de faire baisser le chômage, j'ai fait baisser le chômage. En fait, non. Et dans ce débat, au milieu des années 90, en fait, le chômage en France était tellement persistant qu'on a commencé à mettre en place des politiques de dérégulation du marché du travail, de baisse du salaire minimum, de réforme de l'assurance chômage. En fait, on a continué pendant 30 ou 40 ans à faire ça. On a fait baisser le chômage. Mais est-ce qu'on a réparé les maux que le chômage avait provoqués ? Probablement pas, parce qu'en fait,
La façon dont on a fait baisser le chômage a été, en quelque sorte, d'accepter les conséquences et de ne jouer que sur le chiffre qui était indiqué par le thermomètre et qui était le chômage. Et donc, ces politiques-là, alors, c'est un peu caricatural ce que je dis parce qu'il y a plus de complexité, mais une grande partie, disons, de ces politiques-là doit se voir comme plutôt un renoncement que comme une solution. Et comprendre ça quand on a 25 ans ou 30 ans et qu'on fait des prévisions 2 fois par an et qu'on fait des analyses de politique économique plusieurs fois par an, c'est assez difficile, mais en même temps, c'est évidemment extrêmement enrichissant. Alors, ça nous amène à cette question des rapports entre le capitalisme et la démocratie, ou peut-être aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno sur la pensée dominante et pourquoi il faut avoir un dialogue avec la pensée dominante. Ça aussi, c'est un élément que j'ai aussi tiré de toutes ces années avec Jean-Paul, qui est un peu relié à la question du chômage. C'est la question autour de cette articulation entre le capitalisme et la démocratie. Alors, le capitalisme, on le comprend, on le voit, il fait des tas de choses qu'on juge négatives. Il ne respecte pas la planète, il produit des inégalités, il n'a que faire du chômage, il justifie un cynisme par rapport à tous ces dérèglements, il produit des crises qui ont des conséquences dont ceux qui les ont déclenchées n'avaient ni conscience ni la responsabilité, ou en tout cas ne peuvent pas en assumer et ne veulent pas en assumer la responsabilité. Et donc il crée des situations où la crise pose des problèmes de légitimité qui sont considérables, puisque les victimes ne peuvent pas se retourner vers des coupables, et les coupables échappent même à leur désignation. Donc le capitalisme a d'immenses défauts, et on pourrait vouloir lui opposer la volonté politique collective, en disant, voilà, on va opposer à cette espèce de force incontrôlable notre volonté commune, et comme ça on rendra le monde meilleur. Oui, 2 minutes, c'est, je pense, le temps qu'il va me falloir. Alors, bon, par rapport à ça, évidemment, on peut opposer d'un côté la volonté collective et de l'autre côté l'émancipation individuelle, la liberté, et dire le capitalisme c'est la liberté, la volonté collective c'est la régulation de cette liberté. Et on évoque un peu naïvement les Lumières en disant que nécessairement il y a un équilibre à trouver entre ces deux choses-là. Je pense que pour Jean-Paul Fitoussi, il fallait aller un peu au-delà de ça, qu'il fallait voir le capitalisme comme une force, un peu une force de la nature, un peu comme un marin face à une tempête, comme quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, et qu'il est vain de vouloir contrôler. Mais en même temps, on ne doit jamais dire que cette force est indépassable. Et donc il faut la comprendre. Et la comprendre non pas pour la maîtriser, mais la comprendre pour en connaître les ressorts. Donc connaître la pensée dominante pour Jean-Paul Fitoussi, c'était pas simplement pouvoir dialoguer avec les gens qui la pratiquaient, je pense que c'était aussi s'approcher de ces forces du capitalisme. Et que la pensée dominante, d'une certaine façon, exprimait la brutalité du capitalisme, le cynisme, et qu'il fallait rentrer dedans pour vraiment connaître ces choses-là. Et les connaître, probablement les respecter, parce que le bilan n'est pas totalement noir et totalement négatif, mais aussi les connaître pour pouvoir, avec des efforts qui seront, enfin, en tout cas avec des leviers qui seront pas aussi forts qu'on le voudrait. Et je pense que un des points d'analyse de Jean-Paul Fitoussi était de dire que la volonté politique et la démocratie, on l'a vu dans la vidéo d'ailleurs, il le dit en se faisant couper par Philoche, qui je pense pensait exactement le contraire, c'est on ne peut pas tout vouloir, et on peut vouloir trop, s'épuiser et n'obtenir rien en résultat. Et donc, s'il fallait connaître le capitalisme, c'était pour savoir où mettre ses efforts pour le réguler et pour le transformer. Et ne pas le transformer en pensant que ça va être un simple exercice de volonté,
mais que ça va être un exercice de pensée dans lequel il va falloir comprendre comment on peut le faire fonctionner. Et ça, c'est une leçon très importante, je pense. Quand on est jeune, on a beaucoup de mal à comprendre ça, parce que ça peut sembler être une certaine forme de renoncement. Mais en fait, au fil du temps, je pense que c'est une leçon qui, moi, m'a convaincu. Et m'a convaincu que, voilà, il faut trouver cet équilibre entre la modestie et ce qu'on est capable de faire. Et quand on accepte ça, je pense qu'on peut faire beaucoup. Merci. Merci Xavier pour cette analyse à la fois de l'homme et de la pensée de Jean-Paul Fitoussi. Maintenant, nous allons écouter Françoise qui va nous parler des inégalités de genre, entre autres choses. À toi Françoise, merci. Je crois que mon micro n'est pas branché. Si, il est branché. Si, il est branché. Mais je te prête le mien si tu veux. Non, ça va, j'en ai un seul me suffit. Ne jamais dissocier la recherche la plus fondamentale des problèmes de société, ni la pensée scientifique de la pensée critique, ni le savant de l'ingénieur. Voici ce qu'écrivait Jean-Paul Fitoussi dans sa préface au numéro spécial des 25 ans de la revue de l'OFCE en 2007. C'est au travers de ces grilles de lecture, de ces 3 grilles de lecture, que je voudrais commenter l'héritage de Jean-Paul Fitoussi et les voies qu'il a ouvertes dans l'analyse des inégalités, en particulier de genre, et des moyens de les combattre. Il n'a pas lui-même élaboré sur ce sujet, mais d'une part, ses apports à l'analyse des inégalités ont été majeurs, les précédents intervenants les ont commentés, et d'autre part, sa curiosité intellectuelle et son engagement citoyen ont permis que les recherches sur le genre se développent à l'OFCE et à Sciences Po. Ce fut d'abord la création de Présage. Les recherches sur les inégalités entre les femmes et les hommes s'étaient développées à l'OFCE, comme en témoignent les diverses publications que nous avons faites, et avec son soutien. Il était en effet toujours friand de nouveaux thèmes de recherche, de travaux innovants et de nouvelles idées. Il a soutenu sans hésitation le projet d'un programme dédié en 2010 que nous avons construit avec Hélène Périvier, qui en assure désormais la direction. De ce projet, il disait « Je l'accueillis avec faveur tant il me semblait innovant, mais surtout important. Ensemble, nous convainquir Sciences Po de son bien-fondé, une aventure. » En effet, lorsque nous lui fîmes part de notre projet de créer un programme académique dédié à ces questions et plus largement aux perspectives de genre en sciences sociales, son enthousiasme fut immédiat. Il s'agissait d'institutionnaliser les études de genre à Sciences Po en créant un programme de recherche pluridisciplinaire et d'enseignement destiné à diffuser ces thématiques auprès des élèves. Il n'en fut pas seulement la caution, certes indispensable pour porter un projet d'une telle ampleur, mais il en fut partie prenante. Il s'impliqua personnellement dans l'émergence du programme en 2010, y compris dans les méandres de la définition de ses contours institutionnels, des contours institutionnels que nous pouvions lui donner, une chaire, un pôle, un programme, etc. Et pour vaincre les résistances que finalement toute nouvelle initiative suscite, il défendit le projet à Sciences Po et il y mit toute sa notoriété à son service. Il savait probablement mieux que nous les résistances spontanées des institutions, en particulier dans ces niveaux intermédiaires, et la méfiance fréquente vis-à-vis de ce qui était conçu comme transversal et pluridisciplinaire, même si ce type d'approche est régulièrement prôné dans le monde universitaire. Il a fallu 18 mois entre le premier projet tel que nous le formulions et la création de Présage. Une aventure en effet. Il ignorait cependant, autant que nous probablement, l'ampleur que cette aventure allait prendre. Ce fut aussi une source d'inspiration. On peut relire les écrits de Jean-Paul Fitoussi sur le chômage, la précarisation, la flexibilité, le salaire minimum, l'exclusion au prisme du genre. Je cite « L'exclusion est un processus qui commence par la précarisation du travail. Il y a donc quelque hypocrisie à vouloir combattre l'exclusion par la flexibilité, c'est-à-dire précisément par la précarisation. » C'est extrait du débat interdit de 1995. Et de commenter le mythe des petits boulots, les conséquences du temps partiel, les exclus et les demi-exclus. On peut transposer ce qu'il dit sur les salariés et chômeurs
en salariées et chômeuses, et ne pas dire mieux. L'invisibilisation, je vais y arriver, du travail des femmes a été et demeure la règle. Travail gratuit des paysannes ou des artisanes, travail domestique et plus généralement, dans la période récente, inattention caractéristique du travail salarié des femmes. Mais on ne comprend rien ou pas grand-chose au marché du travail si l'on néglige le fait que presque la moitié de la population active et de l'emploi salarié sont des femmes en France et en Europe. Les phénomènes de précarité, de sous-emploi, de temps partiel, de bas salaire ont d'abord concerné les femmes parce que plus fragiles du point de vue de leur insertion, parce que davantage présentes dans les métiers et les secteurs où ces formes d'emploi sont les plus utilisées, pour ensuite s'étendre à l'ensemble de l'emploi. Cela permet de comprendre comment la précarisation s'est amplifiée et comment, en retour, elle s'est étendue à l'ensemble du marché du travail, quel que soit le sexe. Je reviens à la citation de mon introduction. Ne jamais dissocier la recherche la plus fondamentale aux problèmes de société. Le genre est une grille de lecture du marché du travail, je viens de le souligner. Plus généralement, les inégalités entre les femmes et les hommes sont essentielles à la compréhension du fonctionnement de nos sociétés et de leur histoire. Les inégalités que subissent les femmes sur le marché du travail sont imbriquées à celles qu'elles subissent dans la sphère privée familiale. Les unes conditionnent et alimentent les autres. Les inégalités entre les femmes et les hommes tiennent en effet à de multiples facteurs qui relèvent de la sphère privée et professionnelle, des institutions en vigueur, des systèmes de protection sociale, etc. Il faut donc en permanence analyser ensemble le marché du travail, la répartition des rôles dans la famille, les effets des politiques publiques, l'inertie des comportements. Ceci conduit à s'interroger sur la division sexuée des rôles sociaux, les assignations de genre, ce qui fait autorité et hiérarchie dans les relations sociales, les processus de domination. La conquête de l'égalité met en cause les différences construites entre les sexes, questionne le caractère naturel des rôles et des fonctions attribués respectivement aux femmes et aux hommes dans les sociétés. De ce point de vue, les inégalités entre les femmes et les hommes ne sont pas tout à fait des inégalités comme les autres. Et c'est ce système inégalitaire qu'il faut combattre, j'y reviendrai. Ne jamais dissocier la pensée scientifique de la pensée critique. De longue date, ce thème était cher à Jean-Paul Fitoussi. Dans les débats interdits que j'ai déjà mentionnés, il mentionnait comment le discours dominant, parce que consensuel, conduisait à une éviction du débat. Conséquence pour les politiques publiques, il n'y a pas d'autre choix. La crise de la décision était de ce fait inéluctable. C'est la langue de la nécessité, des contraintes macroéconomiques, des lois incontournables. Il y oppose une autre langue, celle de la finalité du projet, de la dualité entre ce qui est et ce qui devrait être. Il est revenu sur ce thème de la pensée unique dans « Comment nous parle l'emprise de la novlangue sur nos sociétés en 2020 », où il montre comment on s'y est pris dans un régime démocratique pour vider de sa substance le débat démocratique. Au nom du « c'est malheureux, mais il faut faire son deuil de l'impossible ». Il y oppose sa conviction que le progrès d'une discipline n'est pas d'aller de contre-révolution en contre-révolution, mais de savoir bifurquer pour éviter les dénis de réalité. On peut appliquer au pied de la lettre ces analyses aux inégalités de genre. Oui, il y a place encore et toujours pour des débats de fond. Ils ne sont d'ailleurs pas nouveaux dans le féminisme. Je prendrai pour seul exemple celui qui a opposé, qui oppose encore et qui continuera d'opposer l'universalisme et l'essentialisme, débat fondamental s'il en est. Oui, il y a place pour des débats sur les politiques publiques, sur leurs objectifs fondamentaux d'abord. L'objectif de l'égalité est-il la justice sociale ou l'efficacité concurrentielle? Faut-il représenter tous les individus du fait de leur caractère propre? En d'autres termes, donner plus de place aux femmes du fait de leurs supposées compétences particulières, en naturalisant la symétrie par une sorte de sexisme bienveillant à rebours? Ou bien considérer que les inégalités sont le produit de processus historiques et culturels construits qu'il faut mettre en cause? Oui, de ces débats de fond découlent des préconisations différentes, y compris de façon très concrète. Le plafond de verre doit-il être brisé parce que c'est plus juste, parce que les discriminations sont infondées ou parce que c'est plus efficace et performant? Oui, il y a place pour des débats sur les politiques publiques, sur le champ des domaines pris en compte ensuite. Je l'ai dit déjà, les inégalités entre les femmes et les hommes tiennent à de multiples facteurs et du coup, leur mise en œuvre suscite de nombreuses questions. D'abord parce que les politiques ne peuvent être réduits au seul champ économique.
même si c'est le titre de cette table ronde, et je m'en excuse, de parler de politique publique et pas seulement de politique économique. Et que de ce fait, la question de la cohérence est une question qui devient essentielle. Or, il y a une incohérence entre les politiques d'égalité telles qu'elles sont menées et les politiques menées sur le marché du travail. Le fonctionnement du marché du travail a été profondément modifié et, de ce fait, a produit des inégalités croissantes, notamment, en particulier, à l'encontre des femmes. On est en présence d'une recomposition des inégalités. Certaines inégalités se sont réduites, d'autres ont persisté, et de nouvelles inégalités sont apparues, en particulier la précarisation et le développement de la pauvreté. Oui, il y a place pour des débats sur les politiques publiques, sur l'agencement des politiques publiques enfin. Faut-il s'attaquer au fondement des inégalités ou à leur manifestation, c'est-à-dire à leurs résultats? L'objectif devient souvent comment réparer les conséquences de la déstructuration du marché du travail. On élabore des politiques compensatoires spécifiques, c'est-à-dire de correction des effets pour certaines catégories les plus défavorisées. Compenser les résultats des processus inégalitaires est certes nécessaire, mais insuffisant tant que les fondements mêmes des inégalités ne sont pas combattus. Je vais prendre un exemple concret pour l'illustrer. Comment peut-on réduire la précarisation des femmes quand on continue de croire que le travail du care n'est pas un travail qualifié, qu'il est donc mal payé, que c'est une compétence innée des femmes, donc non reconnue par les classifications, que la qualification l'emporte au détriment de la prise en compte de l'utilité sociale d'un métier? Même les crises récentes n'ont pas suffi, malheureusement, à faire bifurquer pour éviter les dénis de réalité. Je voudrais dire en conclusion que je ne considère pas que la contribution de Jean-Paul Fitoussi fût seulement la création de présages, même si c'est quelque chose à mes yeux d'essentiel, mais que ses travaux ont été une source de réflexion et d'inspiration qui permet d'explorer de nouveaux chemins. Au risque, je l'avoue, de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Au risque également d'avoir osé affirmer, comme je l'ai fait, on ne comprend pas les inégalités en général si on n'a pas une lecture genrée du marché du travail. C'est une certaine outrecuidance de ma part. La controverse plutôt que le consensus, la pensée critique plutôt que le discours dominant permettent de ne pas s'auto-limiter dans les politiques à entreprendre, ni d'appauvrir le débat démocratique. Pour que la finalité prime sur la nécessité, pour que l'égalité formelle devienne enfin une égalité réelle.